Cette composition ici au quartier est capable de créer des autres espaces de vie, des autres manières d'échanger. Et je pense que le plus intéressant, c'est de créer un autre imaginaire, une resignification de ce quartier que c'est la Cicade Liberté, comment on peut faire pour que les villes soient à nous et soient vraiment des villes avec une capacité à être plus habitables et plus fidèles à ce que nous sommes. Et la question des villes africaines m'intéresse à deux titres. Le premier titre, c'est que, comme vous le savez, la ville est le lieu par excellence de la modernité, et de la modernité occidentale. Et justement, ce qui faisait que l'Afrique n'était pas moderne, d'après les Européens, c'est qu'il n'y avait pas de ville en Afrique avant les Européens. C'est eux qui ont créé la ville. En fait, une façon de penser et de produire la ville, d'y organiser une sociabilité que les Africains ont eue, et qu'il y a à la fois une architecture qui correspond à cet imaginaire et des logiques qui sont à la fois des logiques collectives et des logiques individuelles qui organisent la ville. Qu'il y a un type de ville qu'on pourrait appeler sahélien, qui est très différent du type de ville qui s'est développé sur la côte Swahili, qui est très différent de ce qu'on appelait la ville de type Zimbabwe, qui s'est développée en Afrique australe. Que l'Afrique a eu l'expérience de la ville, donc avant, disons, ces forces étrangères, mais il y a aussi le fait qui est important qu'il y a des villes qui se sont développées en Afrique au contact des Européens. Et si vous regardez une carte de l'Afrique, on voit très nettement où ces villes se sont développées. La plupart des types de villes dont j'ai parlé, qui sont des villes, disons, d'avant la période arabe ou d'avant la période occidentale, disons, sont des villes à l'intérieur des terres. Les villes africaines sont des villes continentales qui organisent des réseaux qui reposent sur des juxtapositions d'écologie complémentaires et qui permettent l'organisation des échanges. Les villes, disons, qui sont les villes européennes, et je vais parler un peu de cette notion parce qu'elle est très ambiguë, ces villes sont des villes atlantiques, comme on les a appelées. Les villes que les Européens ont créées sont des villes ports. Et ces villes-ports organisent les échanges entre l'interland et la mer. Et on a toujours cru que des villes comme Saint-Louis, des villes comme Luanda, en Angola, des villes comme Lagos, des villes comme Freetown sont des villes européennes. Et en fait, ce sont des villes où les Africains ont toujours été la majorité. Et ce sont des villes d'Africains qui sont entrés dans la logique d'une cosmopolitisation. C'est-à-dire que c'était des Africains qui se présentaient comme différents des Africains de l'intérieur. À cause de ce, ils s'étaient adaptés à des cultures, ils avaient réinventé leur culture et ils s'étaient engagés dans des conflits, y compris des conflits politiques avec les Européens. Et la plupart d'entre eux, il y avait des esclaves, il y avait des gens libres, il y avait des métis. Mais ce sont des gens qui se sont engagés dans des combats qui leur ont permis d'être représentés. Et c'est ça la caractéristique distinctive des villes africaines. Ce sont des villes qui sont des produits de conflits, mais aussi de coopération entre différentes populations. Ces populations arrivent avec leurs propres ressources, ressources religieuses, ressources politiques, ressources économiques, et engagent effectivement, disons, des négociations ou des confrontations, négociations et confrontations qui créent des cultures nouvelles. Les cultures urbaines sont toujours des cultures nouvelles.
Et ces cultures nouvelles créent une civilité différente. C'est-à-dire les gens ont des relations qui sont différentes des relations qu'on a dans un village. Ces gens ont aussi des rapports économiques, des rapports politiques différents. Et c'est pour ça que la ville a toujours été perçue par les Africains comme des lieux d'émancipation. Mais les Africains qui étaient en général des Africains dominés dans les logiques traditionnelles. Les villes africaines ont toujours attiré les jeunes et les femmes. Parce que c'est dans les villes que les Africains se rebellent. Et le paradoxe, c'est que les premiers écrivains africains écrivent la ville comme le lieu où on se perd, comme des lieux de perdition, alors que ce sont les lieux où la citoyenneté s'est organisée. Et c'est pour ça que, comme je disais, de Saint-Louis en passant à Lagos et à Luanda, ces gens se sont fait représenter dans les conseils municipaux. Ces gens se sont fait représenter politiquement parce qu'ils ont été capables de se battre, parce qu'ils ont été capables d'être inclus dans des communautés qui étaient des communautés d'inclusion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de ségrégation, mais cette ségrégation a toujours été combattue. Et c'est ce combat qui a fait, en fait, si vous voulez, la personnalité. Et c'est cette recréation de liens sociaux qui est aussi une recréation de culture. Je veux dire, aujourd'hui, la musique africaine, quelle que soit sa tonalité, le long de cette côte, est une musique qui a une tonalité cubaine. Et cette tonalité cubaine a été réinterprétée de manière différente tout au long de ces... Et on a tout, aujourd'hui, disons, le bouche et le malach. C'était le high life dans les années 50, c'était avec Fela Ransom Kuti, le afrobeat, etc. etc. Et comme je disais, c'est à cela qu'il faut aujourd'hui prêter attention. Lieu d'innovation, lieu d'émancipation, lieu de contestation, et de contestation en général des cultures traditionnelles. Donc, la ville, c'est pas seulement, et ça c'est aussi une chose importante, cet espace qui est marqué du sceau des Européens. J'ai dit tout à l'heure, la ville coloniale est une ville africaine, parce que la majorité de la population est africaine, parce que la majorité des activités qui s'y passent sont des activités animées par des Africains. Mais parce que les Africains y introduisent aussi leur indigénéité. Donc il y a un travail qui est un travail de résistance du colon qui crée sa ville. Bernard Daguier dit, les Français sont tellement étonnants que même quand ils arrivent en Afrique, ils y arrivent avec leur climat. Ils ne peuvent pas vivre. Leur climat, c'est le climatiseur. L'obsession du colon dans la ville africaine, c'est le tam-tam. C'est vraiment le tam-tam qui l'emmerde. Ces Africains qui jouent au tam-tam à minuit. Et c'est ça qui démontre que cette ville, il y a une véritable présence, une véritable pénétration, il y a un véritable combat de lutte. Et ce combat de lutte a des expressions qui sont des expressions multiples. Ça veut dire aussi que cette ville est une ville où compétissent des imaginaires. Les Africains ont pensé que la ville c'était seulement un lieu de passage. On y entrait, on y sortait. Les Français l'ont cru, les Britanniques ont cru cela. Mais les Africains, en fait, ils sont restés et ne vont aller nulle part. Et le cinéma, c'était des activités intérieures et des activités extérieures. Ce qui se passait autour du cinéma était plus important. Cher le montre très bien dans les montages qu'il fait. C'est-à-dire c'est cette occupation de l'espace public et la manière dont cette occupation se traduit par des compositions, des décompositions et des recompositions. Ce sont des espaces qui ne sont pas stables. Ce sont des espaces qui sont définis par la fluidité et les échanges. Et ce sont aussi des espaces de juxtaposition. Et ces juxtapositions permettent tout
toute une série de réinventions. Aujourd'hui, si ces espaces sont disparus, avec quoi ont-ils été remplacés? Et au moment de la colonisation, en particulier, l'idée de Senghor, c'était de recréer la ville africaine. C'était de recréer une ville qui était le produit d'un métissage, mais qui était un métissage dont l'indigénéité devrait être réaffirmée, mais une indigénéité rationalisée. Senghor, c'est le modernisme. Senghor tente, et les libertés, on oublie souvent qu'avant d'être des maisons où on habite, les libertés, c'était des livres. C'était des livres. Et ces livres parlaient de la négritude, parlaient du socialisme africain et parlaient de l'africanité. Et si vous regardez cette image, c'est une projection. C'est la projection du livre. C'est la traduction physique d'une pensée. Et malheureusement, on a totalement déformé, on a détruit ça. C'est ça le plus tragique, qu'on n'ait pas gardé à la fois cette architecture, qu'on n'ait pas gardé ces espaces. Si vous regardez les jets d'eau, essayez de regarder la forme de ces 5 bâtiments, de ces 5 immeubles, et vous verrez qu'il y a effectivement quelque chose, que c'est un rituel, que c'est une manière de penser le mouvement dans l'espace de la ville. C'est une manière de penser des corps qui bougent, mais des corps qui bougent dans la ville. C'est pourquoi Senghor a créé cet étrange concept qu'il appelait l'encombrement humain. Il voulait une ville où l'Africain bouge, mais pas l'Africain handicapé, pas l'Africain aveugle, pas l'Africain qui est en train de mendier, mais d'une Afrique qui était repensée, d'une Afrique qui revenait au monde à la fois dans une espèce de masculinité affirmée, mais aussi dans, disons, la proclamation, c'est Senghor qui a écrit femme noire, femme nue, de la beauté de la femme, de l'habillement de la femme, d'une manière d'être, qui était chez Senghor plus occidentale qu'africaine, mais qui montrait quelque chose. Et les libertés, c'était cela, c'était l'espace, mais un espace organisé, selon Senghor, sur la base de critères qui étaient des critères négro-africains. Mais c'était aussi une manière de distinguer l'Afrique et l'espace africain de l'espace occidental. C'est une manière de créer des espaces de sociabilité qui sont des espaces différents. C'est pour ça que si vous regardez une maison de la SICAP, l'espace, la cour était énorme. La cuisine était à l'extérieur. Et c'est cette logique-là qui, dans une certaine mesure, a été perdue, et cette perte s'est renforcée. Le travail qui est en train d'être fait là, de reprendre ces espaces quand ils n'ont pas été privatisés, parce que le public, le privé et le collectif aujourd'hui au Sénégal, je suis désolé, on ne sait plus. Je vous dis, il n'y a plus une loi domaniale, il n'y a plus une législation qui permette de voir de manière très claire les frontières entre ces différents. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'espace public, parce que la notion de public a disparu, parce que la notion de bien commun a disparu dans ce pays. Aujourd'hui, ce pays est défini par la logique de la cooptation, du clientélisme, de la transhumance et de la corruption. Et bien sûr, elle a un effet. Ces logiques ont un effet sur l'espace. Je veux dire, si vous regardez depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président, tous les débats c'est autour du domaine. Qui a pris quoi? Et sur quelle cause? Et sur quelle base? Et bien sûr, qui perd? Ceux qui ne sont pas représentés. Qui perd? Ceux qui sont exclus du système. Qui perd? C'est l'idée qui est l'idée d'une communauté. Et c'est cette communauté malheureusement qui n'existe plus. Et aujourd'hui, la question c'est de savoir quelles sont les conditions d'une reprise du lien collectif. Quelles sont les conditions d'une refondation, non pas politique, mais morale, d'une société en crise, d'une société qui traverse
l'une des crises les plus profondes de son existence, mais qui se cache derrière le cache-sexe, disons, d'un pays où les confréries ont toujours été présentes, où les chefs religieux ont prié pour que tout se passe bien. Et c'est cela aujourd'hui qui est le problème. Le problème, c'est de mettre sur la place publique l'ensemble de ces contraintes pour refonder moralement cette société. Et sans cette refondation morale, il ne peut pas y avoir de refondation physique. On ne peut pas recréer la ville, on ne peut pas recréer de nouveaux liens. Et je pense que la ville de Dakar démontre très clairement cette crise. C'est une ville sans espace vert. C'est aussi une ville sans une bibliothèque municipale. C'est une ville où théoriquement on ne doit pas lire, on ne doit pas aller au cinéma, on ne doit pas lire, on ne doit pas jouer au sport. On peut lutter. Il semble que c'est aujourd'hui le gros truc. Tout le monde lutte. Mais il finit par dire que c'est fondamentalement un espace de refondation éthique et morale. Et que probablement il est le lieu de l'expression d'une crise, et que si nous ne refondons pas la ville comme espace de vivre ensemble, nous ne résolvons pas la crise. Et les villes africaines de ce point de vue-là, dans les projections à venir, vu la croissance démographique, on estime que Lagos, ce sera 25 millions d'habitants, et que dans quelques années, il y aura 471 millions d'habitants donc d'Africains qui vivent dans les villes. Donc ça pose des questions techniques, je dirais, aux techniciens qui doivent y répondre. Mais ce n'est pas l'aspect de la ville qui m'intéresse le plus. Celui qui m'intéresse le plus, c'est la ville comme lieu de déploiement de la vie individuelle et de la vie collective, comme espace de déploiement d'un vouloir de vivre ensemble, voilà, où la société elle se fait acte. Et probablement, c'est un espace qui est riche de sens et de signification, et c'est un espace qui dit énormément de choses sur nos crises sociétales, existentielles, sur le rapport à notre réalité et sur la manière dont on se projette dans un futur, ou sur la manière dont on anticipe ou on conçoit les formes de vivre ensemble à venir. Mais ce que ça voulait bien dire, c'est qu'à l'époque, le modèle de la ville africaine, ou le modèle dans lequel nous nous projetions, était le modèle d'une ville occidentale. Nous voulions que nos villes ressemblent à Paris, Berlin, Bonn, et effectivement la ville est la production de la modernité occidentale, et dans nos imaginaires de la modernité, nos villes devaient ressembler à ces villes-là. Pourtant nous sommes dans des espaces géographiques, nous sommes dans des géographies du Sahel, où probablement les villes doivent être des villes du Sahel, qui s'incrustent et qui s'encastrent dans leur environnement, qui ont une architecture qui répond aux nécessités bioclimatiques de leur environnement, et qui n'ont pas à ressembler à des villes du Nord ou à des villes portuaires, mais nos imaginaires étaient habités par la forme idéale des villes, et nous avons rêvé les villes et nous avons pensé sur le modèle des villes occidentales. Il m'a semblé que nos espaces débordaient justement de convivium, de convivialité, de vivre ensemble, et qu'ils débordaient de manière anarchique, à telle enseigne que nous ne savions plus rationaliser l'espace qui nous appartenait. Et que probablement, cette recherche de liens, que peut-être ce n'était pas la bonne question à poser chez nous, c'était justement comment faire pour que ces espaces-là qui nous appartiennent, nous ne les privatisions pas. Quand quelqu'un a une fête et qu'il fête un mariage, un décès ou une naissance, il occupe la rue, il met des tentes, et il y a une appropriation privative de l'espace. Et cet espace-là n'est plus un espace qu'il partage avec les autres. C'est un espace qu'il agglomère à son domicile qui est exigu, et qui est exigu parce que justement, c'est un domicile hospitalier qui accueille énormément de gens, des parents, la famille, et tout le monde ne peut pas contenir dans les espaces exigus pour articuler cette convivialité, et on déborde dans la rue. Mais au fond, lorsqu'on pense à ce débordement, c'est un débordement de liens. D'abord, c'est un débordement d'un trop plein de liens, d'un trop plein de vivre ensemble, tellement plein que nous ne savons plus l'organiser à une échelle plus grande. Je pense que les écrivains ou les penseurs ou les gens qui veulent du retrait pour regarder la société un peu de loin, les gens qui veulent que leur regard se détache du groupe social, trouvent qu'il y a un trop plein de liens, et justement ils aimeraient s'extraire de ce trop plein de liens-là pour trouver dans la ville des bibliothèques, des espaces où on retrouve le silence, où on pense, où on respire,
justement quoi, où on peut articuler un rapport à soi-même, où on peut retrouver une sorte de vibration essentielle de l'entre-soi pour à nouveau se redéployer dans une relation. Et donc, mon intuition est que la question de l'en commun, chez nous, se pose autrement. Elle ne se pose pas comme elle se poserait ailleurs. Une ville du futur africain, de nos futurs, ne ressembleront pas aux villes occidentales, qu'on le veuille ou pas. Et je pense que les linéaments de ce que nos villes deviendront, on peut les entreapercevoir en lisant nos villes. Alors, nous avons des villes dans lesquelles le premier sentiment, c'est vitalité, énergie, trop plein de vie, mais en même temps désordre, chaos, espace, je dirais, non pensé et non planifié. Et c'est intéressant, Senghor a planifié et a pensé les SICAP Liberté. Et je pense qu'il les a aussi pensés, peut-être Momodou, tu me contrediras, il les a pensés dans une vision moyenne bourgeoisie sénégalaise qu'il voulait créer. J'ai le sentiment que la manière dont il a configuré les espaces relevait d'une projection qu'il avait du bourgeois moyen sénégalais. Du bourgeois moyen sénégalais pour un Senghor qui vient d'un monde rural, mais qui est un citadin, et je pense que dans les SICAP, on peut lire cela. Mais au moins, il a pensé la ville, il l'a planifiée, et il l'a rêvé. Tant que nous n'aurons pas fait le travail de dépoussiérage ou de réinvention de soi ou de reconquête de nos imaginaires, nous aurons des villes qui ne ressemblent pas à grand-chose, ou qui ressemblent, ou qui sont les stigmates justement, ou qui seront le reflet des stigmates de ces différents mouvements qu'on observe. Certains pour moi sont des mouvements absolument mimétiques, des mouvements, je dirais, désincarnés, des manières d'habiter la ville qui ne nous disent pas, et surtout une production, je dirais, organique, spontanée, non pensée, non réfléchie, et qui fondamentalement dit le trouble dans lequel nous sommes, dit cet espace dans lequel nous sommes, qui me semble être un espace de quête, un espace dans lequel on se cherche, un espace dans lequel les formes ne sont pas encore achevées, les formes anciennes ne se déploient plus, les formes nouvelles ne sont pas encore là. Et il me semble que nous sommes dans cet entre-deux-là, que nos villes sont des villes de l'entre-deux, où justement il y a des linéaments qui se dessinent, mais fondamentalement, c'est des villes qui cherchent leur chemin, qui cherchent leur visage et qui cherchent leur figure. Et là aussi, je conclurai en disant que je pense que ce sont des villes qui reflètent une crise identitaire qui est la nôtre et que j'appelle de mes voeux une sortie rapide et heureuse. Et en fait, pour ma part, actuellement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'observer un certain nombre de projets sous l'angle du conflit. C'est-à-dire, que se passe-t-il finalement quand, d'une part, un certain nombre de projets émergent dans des espaces publics compliqués et complexes et de plus en plus complexes, en Europe aussi, il faut le dire, avec des périodes, on est en France en tout cas, moi c'est là d'où je parle, on est dans une période de repli identitaire, on est dans une période d'espaces très sécurisés, avec des demandes de sécurité qui viennent aussi bien de la population que de l'État. Et donc on est dans une période où finalement tout ce qui est de l'ordre du conflit, et par conflit, je ne veux pas dire violence, je ne veux pas dire affrontement, je veux dire simplement débat, prise de conscience d'un certain nombre de différences qui sont les nôtres, et par là, nécessité de les discuter, de les entendre, d'accepter à la fois une diversité épistémique et aussi une diversité sociale, une diversité dans les rapports d'intérêt, dans les rapports sociaux. Alors, le conflit étant peut-être un bien commun à défendre en fait aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée d'une démocratie active qui est capable finalement d'entendre ces différences et de les partager, d'établir un certain nombre de dialogues autour de tout ça. Et finalement, peut-être le lieu d'une praxis, mais d'une praxis qui doit toujours être située, qui est liée à un contexte spécifique, qui ne devient pas forcément un système, mais qui est bel et bien lié à un environnement, à des gens, à une situation. Hein. Peut-être qu'il faut repenser la question de la situation, en fait, des pièces et des pratiques que l'on a, et donc des conditions d'apparition, en fait, d'une œuvre, très spécifiquement. D'où elle naît, dans quel contexte elle apparaît, qui la parle, et qu'est-ce qu'elle va générer en termes d'échanges.
en fait implanter un jardin. En fait. Donc ça m'a intéressé aussi cette histoire d'urbanisme, comment tout avait été construit à partir du point du jet d'eau. Avec, comme si on prenait un compas. En fait, vous parliez tout à l'heure du livre ouvert, mais en fait du compas qui permet de dessiner. Et le premier acte, en fait, dans la création de ce jardin, finalement, ça a été d'amener l'eau en son centre, ou de recréer en fait un autre jardin jet d'eau, finalement, un autre point d'eau, un autre jet d'eau. Et à partir de là, en fait, de dessiner, en fait, de faire un travail de géométrie. Et le travail finalement a consisté dans un premier temps à, même si un nettoyage avait été fait, a été finalement presque un travail de scrutateur, c'est-à-dire qu'en fait j'avais à l'aide de cordeaux en fait dessiné l'espace et en fait commencé à fouiller et en fait enlever la couche supérieure qui était complètement polluée pour c'était finalement un réflexe de jardinier. Tout à l'heure tu disais paysagiste, mais moi je me définis plus finalement comme artiste jardinier, et qui a été finalement d'aller chercher, comme un archéologue finalement, la terre arable. On fait des bancs et petit à petit en fait il devient aussi un espace de convivialité, mais il est selon moi aussi un objet manifeste et aussi une sorte d'écrin qui permet en fait la réflexion, en fait, la rencontre, la retrouvaille et la réflexion. Ce qu'on a trouvé, c'est que très souvent, déconstruire des choses, c'est pas vraiment la solution, ou c'est pas vraiment quelque chose qui peut produire une vie en commun, ou au moins dans les termes dans lesquels ça se pose en Espagne, parce que très souvent, de bâtir quelque chose, ça déclenche d'un appel qui est fait par une municipalité et que dans les processus, de construction, même de conception, il n'y a jamais les gens, les populations qui sont investies. Parce qu'en vrai, il y a une municipalité qui est représentante, donc on suppose qu'ils vont représenter les envies des communautés, des habitants, mais ça n'arrive pas souvent. Je suis très content d'être là et d'avoir participé à cette semaine avec tous les intervenants à Kër Thiossane. Et j'ai eu l'impression, en fait, en étant ici, en ayant travaillé avec tout le monde, qu'en fait, c'était vraiment quelque chose qui est aussi à l'image de la ville africaine. Il faut dire aussi que c'est des villes où il est très difficile pour les gens d'aller au-delà de leur quotidien. Mais ce que nous, on peut leur apporter en venant ici, c'est de travailler avec eux et de dénouer cette attache-là avec le quotidien. Et comme ça, on peut inclure de l'inventivité. Les populations africaines sont beaucoup plus créatives que les politiques. Et ce qui atteste vraiment de ça, c'est que je me demande pourquoi il n'y a pas des logiques de répertoire pour répertorier des pratiques en fait qui amènent des solutions, parce qu'il y en a partout. Moi, quand je passe, je suis à Dakar, je vois vraiment d'un quartier à l'autre en fait des gens qui trouvent une solution à des questions dont souffrent les autres, mais il n'y a personne pour partager ça en fait. Et je pense que pour moi en fait c'est un travail d'artiste aussi, c'est de dire que voilà, je veux dire, on peut mettre des liens entre ces gens-là et souligner les moments de grande créativité. Le rôle des politiques, ce serait peut-être de regrouper tout ça, parce qu'apparemment on n'a pas de programme. Tout le monde peut venir en Afrique appliquer son programme comme il veut, mais les Africains, nous, on n'a ni un programme pour nous-mêmes, ni pour les autres. C'est un problème. Et les populations africaines qui vivent ça au quotidien, en fait, sont réellement en train d'amener des solutions. Enfin, je veux dire, c'est pour cela que tout le monde regarde l'Afrique aujourd'hui. C'est pas juste parce que l'Afrique c'est beau, il y a du soleil, tu vois, il y a réellement, l'Afrique peut apporter quelque chose. Il faut le répertorier, il faut le partager, il faut échanger
créer des échanges entre les gens qui font la même chose ailleurs et les gens qui sont ici aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qui s'est passé un peu durant ces 2 semaines ici. Ces échanges-là, en fait, qui sont au-delà de ces barrières qu'on continue à entretenir. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui essaient de créer ces liens-là, d'amener du savoir, d'en prendre, et d'avoir posé cet objet dans l'espace ici. Ça m'a permis de connaître l'histoire du quartier. Ça m'a permis aussi de raviver justement des questions qui étaient tues. Parce qu'on est dans un espace qui est devenu complètement un espace atone, qui n'est plus ni un intérieur, ni un extérieur, ni privé, ni public. Et donc la seule chose qui pouvait tenir dans cet espace avant l'intervention de Kër Thiossane dessus, c'était les ordures, justement. Et je pense que la question des ordures, comme Mamadou a pu le développer dans son livre sur la citoyenneté, en dit beaucoup sur ce que c'est, en fait, cet espace atone qui justement ne peut accueillir, en fait, et les villes africaines, nous disent ça aussi, que voilà, si ces villes ne sont pas des villes où on essaie justement de créer vraiment une dynamique ou de la recevoir, en fait, ce sera juste une ville pour les ordures, en fait. Nous avons adopté une certaine manière de vivre qui n'est pas la nôtre. C'est ça la véritable rupture. Et aujourd'hui, notre combat, en tout cas en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains en général, c'est d'avoir la possibilité de faire une synergie entre ce qui nous vient de loin et ce que nous avons. C'est ça en fait la véritable ouverture. Nous, en tout cas, c'est dans ce sens que nous sommes en train de travailler. Et avec les gens de Nia Tchoker, ils ont compris ça. Nous avons commencé un processus de travail qui va durer 3 ans. Parce que imaginez qu'à Nia Tchoker, il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas d'eau dans les robinets. Imaginez qu'à Nia Tchoker, en plein centre-ville, on a des puits. Donc, il y a un mode de fonctionnement qui nous rappelle un peu le monde rural. Et il y a tellement de conflits, mais il n'y a pas d'interlocuteur. Donc, c'est comme si, par exemple, on a interrogé le chef de quartier qui disait, voilà, donc nous avons un problème de sécurité. Parce qu'il y a l'extension de la gare. Depuis que le garage de la Dior est là, on n'est pas en sécurité parce qu'il y a des bandits, il y a l'insécurité. Et tu pars à la gare, tu parles avec le chef du garage, il te dit oui. Pour nous avons un problème avec l'insalubrité. On se cotise, chaque car paye tous les jours 100 francs pour chaque tournée, mais la mairie ne nettoie pas. Donc, quelque part, il y a beaucoup de problèmes, mais il n'y a pas de moment de partage ou de concertation pour essayer de voir ce qui ne va pas. Et nous, en tant qu'artistes, on s'est dit, il faut qu'on essaie de voir ensemble avec les populations qui vivent là-bas, comment est-ce qu'on va faire pour faire de sorte que Nia Tchoker puisse continuer à exister, mais il faut vraiment réfléchir ensemble. Il y a la rue, les maisons de nos voisins sont là. Le social fait que si tu pars faire vers un voisin qui te cause avec lui, j'ai besoin de votre espace pour une telle expression, juste pour quelques minutes. En causant, il comprendra. Même s'il n'aime pas ce que tu fais, il comprendra. Si vous voulez être respecté, il faut que vous vous respectiez. Le Mali appartient à nous. On n'a pas demandé à être malien. Il y en a assez, je pense qu'ils ont assez fait. Il est temps qu'on parle à notre place, que les aînés arrêtent de parler à notre place. Parce que les aînés, ils sont dans une logique très passée ou futuriste. Les présidents n'existent pas dans leur logique. Et notre président, c'est quoi? Qu'on préoccupe de notre président. Le président, c'est quoi?